Alors, ça va être une semaine après Halloween. J'ai un petit peu pas tenu ma promesse, mais c'est la vidéo spéciale Trait d'horreur et c'est la vidéo spéciale Halloween. Et aujourd'hui, je vous promets des histoires paranormales, des histoires creepy, bref, des traites incroyables. Par contre, je connais pas le nombre de traites et vous me direz à la fin, ça fait combien de traites. Et il n'y a pas d'ordre précis, c'est-à-dire que je peux vous raconter une histoire paranormale suivie d'une histoire creepy ou autre. Aussi, n'oubliez pas d'aller voter dans l'onglet communauté pour la prochaine vidéo. Bonjour tout le monde, c'est Gaïa et bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. La première histoire nous est racontée par Émilie. Émilie nous raconte qu'à la naissance de leur fille, son conjoint et elle ont déménagé dans un appartement plus grand. Elle dit que tout s'était bien déroulé et qu'une fois installée, elle a eu la visite d'une voisine qui disait avoir remarqué que Émilie possédait beaucoup de fleurs. Et du coup, elle lui en a offert en guise de bienvenue. Émilie a accepté avec plaisir le beau cadeau, très attentionnée, elle n'en a rien pensé de mal. Puis c'est tout à fait normal, quand tu arrives dans un nouveau voisinage, je pense pas que si quelqu'un t'offre un cadeau de bienvenue, tu vas automatiquement le suspecter de quoi que ce soit. Bref, en plus, cette voisine prenait souvent des nouvelles de la fille d'Émilie, donc de son nouveau-né, puisqu'on parle d'un tout petit bébé. Mais le truc vraiment bizarre, c'est qu'à partir du moment où elle a accepté ces fameuses fleurs, ce fameux cadeau en fait, des choses ont commencé à changer. Sa fille ne riait plus, ne gazouillait plus et surtout ne mangeait plus. Elle dormait presque 24 heures sur 24. Émilie était complètement inquiète. Elle l'a emmenée voir différents médecins, faire différentes consultations avec des pédiatres, mais aucun médecin ne trouvait aucun problème au bébé. Le fait est qu'il n'y avait pas de problème médical n'empêchait pas que le bébé d'Émilie continuait d'aller de plus en plus mal. Et donc Émilie était de plus en plus désespérée. Puis, un soir, alors que sa fille n'avait rien mangé et qu'elle avait tellement rendu ce qu'elle avait avalé en fait, que ça dégoulinait sur le sol, Émilie a appelé sa mère pour lui en parler. Et sa mère lui a demandé d'éventrer la thé et l'édredon du bébé. En fait, la thé et l'édredon en plume du bébé. Émilie s'est exécutée et ce qu'Ellie a trouvé l'a horrifiée. Elle a trouvé des poussins en cours de développement. Il ne leur manquait plus que la tête. Elle a alors emmené sa fille chez sa mère et lui a demandé de bien observer ce qui va se passer à partir de ce moment-là. Elle est ensuite rentrée chez elle, elle a allumé un feu et a brûlé les plumes. Les petits poussins en formation. Émilie était au téléphone avec sa mère qui surveillait bébé et justement à l'heure exacte où la première plume a pris feu, sa fille a ouvert les yeux et a dit « Mam », ce qui voulait dire en langage décrypté du bébé « J'ai faim ». Émilie a préféré laisser sa fille quelques jours chez sa mère afin qu'elle puisse se rétablir correctement avant de la ramener à la maison. Émilie raconte qu'après cet incident, elle n'a plus jamais eu la visite de cette fameuse voisine et que de toute manière, elle a fini par déménager rapidement de cet endroit. Elle dit qu'aujourd'hui, son petit bébé a 42 ans et elle-même est maman de 2 filles. Et elle a fini par nous dire qu'il n'y a eu plus jamais d'histoire de thé ou d'édredon en plume dans la famille. Et on est content pour elle. Émilie, si tu nous écoutes, on est vraiment content pour toi. Bref, c'est ça ce que je disais, c'est que d'habitude on ne soupçonne pas les cadeaux gentils de bienvenue, surtout quand on arrive dans un nouveau voisinage. Mais je pense que là, honnêtement,
je vais y repenser à 2 fois quand on m'offrira quelque chose. On passe à l'histoire suivante qui est l'histoire de Jess. Jess nous dit que il veut nous raconter en fait l'histoire d'une rando qui s'est mal tournée et ça s'est passé pas plus loin que le mois dernier. Jess raconte que lui et ses 2 potes Mike et Charlie, qu'on va appeler comme ça, vous devinez que tous les noms sont factices pour garder l'anonymat des personnes. Et donc voilà, avec Mike et Charlie, comme on va les appeler, sont 3 randonneurs assez expérimentés qui avaient l'habitude de faire des week-ends de rando en complète autonomie dans les Adirondacks et les White Mountains aux États-Unis, et ce depuis près de 15 ans. Ce fameux week-end, ils étaient partis le vendredi tôt le matin pour faire la demi-loupe dans les White Mountains. Ils étaient bien équipés et avaient pris soin de vérifier la météo. Du coup, ils étaient tous les 3 au courant qu'il ferait froid et qu'il venterait. Ils étaient rendus au sommet du mont Band, à la lumière de leur lampe frontale, et prenaient la direction du site de camping de Guillot. Donc, ils étaient vraiment au sommet là. À ce moment-là, une rafale de vent s'est levée. Ils ventaient si fort qu'ils étaient à peine capables de tenir debout. Les rafales violentes les ont même forcés à se coucher à plein ventre et leur sac à dos n'aidait pas du tout parce que finalement en fait le vent va te pousser vers l'arrière grâce à ton sac à dos. Jess et ses amis cherchaient leur chemin et il n'y avait aucune possibilité de se mettre à l'abri. Ils étaient complètement à découvert et comme si ce n'était pas assez, le vent a fini par emporter la lampe frontale de Charlie et ça allait de plus en plus mal. Et le sommet semblait interminable à franchir. Ils avançaient tantôt à 4 pattes, tantôt en rampant, et après un effort intense et une frayeur incroyable, vers 23 heures, ils ont fini par redescendre sous la ligne des arbres et trouver un endroit pour camper et se mettre à l'abri pour la nuit. C'est tout à fait normal que leur nuit était complètement inconfortable sous le vacarme des rafales. Jess dit que le lendemain, une fois remis de leurs émotions, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait un 180 degrés sur le sommet et qu'ils étaient revenus sur leurs pas et ont retraversé donc le sommet de Band et de Band Cliff une autre fois. Jess dit aussi qu'il est sûr que beaucoup de personnes vont le juger, mais il dit que même si les gens le jugent, c'est avec raison. Il avoue qu'ils ont fait une erreur, ils ont sous-estimé la météo. Ils l'ont sous-estimé dans un endroit qui ne te laisse aucune chance à l'erreur, ni aucune porte de sortie. D'ailleurs, ils ont également fini par apprendre que ce jour-là, ils avaient dû faire face à des vents qui soufflaient à plus de 160 km/h au sommet. C'est quand même une chance folle qu'ils aient pu s'en sortir vivants parce qu'on se l'avoue, dans des conditions comme ça, c'est comme ça que des disparitions arrivent. Et c'est comme ça que malheureusement, il y a des personnes qui perdent la vie. Et Jess finit par nous dire qu'il ne s'exposerait plus jamais en zone alpine dans de mauvaises conditions météorologiques. Et c'est ce qu'on espère et j'espère que tout le monde fera pareil que Jess maintenant. Maintenant, l'histoire suivante va nous être racontée par Carl qui dit qu'à l'approche des vacances, il a voulu profiter de l'occasion pour rendre visite à sa copine. Il explique qu'ils s'étaient rencontrés sur internet et qu'ils ne s'étaient pas beaucoup vus à cause de la distance. Il nous explique que sa copine habite en Bretagne, donc à plus de 600 km de lui, mais que ce n'était pas grave. Écoute, quand on aime, on compte pas. Bref, Carl prend le train après un après-midi de route et retrouve sa dulcinée après des semaines d'absence. Et non, je ne suis pas en train de vous raconter un Disney ni un film à l'eau de rose de Hallmark. Attendez un peu. Ils passent la journée ensemble et il dit que c'était super et qu'ils continuaient tout doucement à apprendre l'un de l'autre, qu'ils aimaient tous les deux le paranormal et qu'ils avaient eu leur lot d'expériences personnelles à ce sujet. Ce jour-là, sa copine venait de rentrer des cours, ils ont soupé puis ils sont montés dans la chambre qui se situe dans les Camples. Pour Carl, c'est tout à fait banal dans une maison construite sur un terrain vierge en campagne. Carl dit que sa copine aime bien lire, alors que lui, il restait sur son portable et mettait un petit peu de musique pour ambiancer. Arrivé l'heure de dormir, il se met à avoir de mauvais ressentis. Vous savez que c'est comme quand on se sent mal, qu'on sent que, comme quand on a un poids sur le dos ou
qu'on se sente observé, un truc comme ça. Mais malgré ce mauvais ressenti, il ne voulait rien dire en fait à sa copine pour pas l'inquiéter. À un moment donné, donc, il descend pour aller chercher une bouteille d'eau dans la cuisine, dans une maison, rappelons-le, qu'il ne connaît pas. Il allume les lumières des escaliers, du couloir, du salon et de la cuisine, car c'est que ça fait beaucoup, mais il faisait nuit et il connaissait pas l'endroit. Bref, Karl prend son eau et en remontant, il ressent une présence derrière lui. Il se dit que c'est rien de grave. Il éteint les lumières une à une au fur et à mesure qu'il avance, mais justement, plus il avançait, plus il se sentait oppressé. Arrivé aux escaliers, Karl se met à monter les marches 3 par 3, tellement il voulait atteindre sa chambre rapidement et qu'il a fini par retrouver sain et sauf, enfin jusque-là. Mais son soulagement ne va pas être très lent car à peine il s'est installé, il a commencé à entendre les marches grincer, comme si quelqu'un montait. Il spécifie que ce bruit ne ressemblait pas du tout au bois qui travaillait et qu'il avait l'habitude d'entendre justement le bois travailler, mais que c'était plutôt un bruit spécifique d'un bois qui cède sous le poids des pas d'une personne. Karl se tourne vers sa copine et lui demande si elle a aussi entendu les marches grincer, mais elle lui répond que c'est rien du tout et que c'est juste le vieux bois qui travaille, vu qu'il venait juste de monter les marches. Il n'a pas fallu trop longtemps pour qu'ils ressentent tous les deux un grand frisson, comme si quelque chose venait de les traverser. Et là, tout a basculé. Car Karl, sans raison, se met à regarder l'armoire sur sa gauche, avec 2 grands miroirs dessus. Son regard ne se décrochait pas du tout de ces miroirs, comme s'il se sentait en fait obligé de regarder. En même temps, du coin de l'œil, il aperçoit une grande silhouette noire dont le visage était impossible à distinguer. Il dit que la silhouette avait de longs bras, qu'elle était venue poser sur son épaule. Karl dit qu'à ce moment-là, il était allongé et ne pouvait toujours pas dévier son regard du miroir. Il se sentait comme piégé. Il essayait en vain d'émettre n'importe quel son, mais rien ne sortait de sa bouche, comme s'il avait perdu sa voix. C'est seulement au son de la voix de sa copine qui criait son nom qu'il a pu sortir de son état de transe. Karl dit qu'il ne sait pas combien de temps son état a duré, mais que pour lui, ça semblait être une éternité. De suite, Karl explique à sa copine ce qu'il venait de vivre avec toujours cette envie de regarder le miroir qui ne le quittait pas. Et il dit qu'il sentait en fait que quelque chose n'allait pas, qu'il sentait fortement que cette chose n'était pas venue en paix et qu'elle s'est attachée à lui d'une manière ou d'une autre. Il dit qu'il a passé le reste de sa nuit à somnoler en tenant une chaîne en croix que sa copine lui a donnée parce qu'il était tellement inquiet qu'il n'arrivait justement pas à dormir et du coup sa copine lui a donné histoire de le rassurer, d'avoir quelque chose à laquelle il s'accroche. Et d'ailleurs c'est ce qu'il nous précise parce qu'il dit qu'il n'est pas du tout croyant mais que ce soir-là il avait besoin de s'accrocher à quelque chose. Le lendemain, il retrouve la trace de la croix sur sa main. La trace est restée toute la journée contre sa paume. Il dit que ce n'est pas la marque classique d'un objet que l'on tient fort et qui nous marque du coup, mais plus comme une brûlure indolore. Pris de peur, et on comprend parfaitement la raison, il explique à sa copine qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps chez elle avec cette chose qui l'épie tout le temps. Karl raconte que plus rien ne s'est passé chez sa copine depuis qu'il était parti, mais que le concernant lui, ça lui arrive encore aujourd'hui, bien que rarement, d'avoir l'impression de ne plus être seul. Aïe, je voulais vous partager ce témoignage parce que c'est ça, c'est une histoire où on sent que probablement qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est attaché à Karl à partir de la maison de sa copine. Qu'est-ce que c'est et pourquoi, on ne le sait pas, mais c'est ça. Est-ce que vous avez vécu des histoires pareilles? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir mal quelque part? Je suis curieuse de vous lire dans les commentaires. Mais maintenant, on va passer à une autre histoire. Cette histoire nous est racontée par un médecin. Mais je le dis d'avance, déjà c'est une histoire que nous avons entendue pas mal. C'est rendu un classique des expériences paranormales si on veut. Le témoignage, lui, date de 1977, donc c'est assez vieux. Il dit: après une longue journée de travail, un médecin rentre chez lui dans la nuit et sous une pluie battante. Au bord de la route, il aperçoit une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête et lui propose de la ramener chez elle, et elle accepte.
Après avoir indiqué son adresse, la jeune femme ne dit plus aucun mot. Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où il passe sur un pont dit le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Ensuite, elle se calme et revient à son état silencieux. Arrivée à destination, le médecin lui prête son parapluie pour qu'elle ne se mouille pas jusqu'à chez elle et attend qu'elle lui ramène. Mais la jeune femme ne revient pas. Lassé d'attendre, il sonne à la porte de la maison où la jeune femme est entrée. Un couple lui ouvre. Le médecin leur demande s'il est possible de reprendre son parapluie en leur expliquant la situation et bien sûr en décrivant la jeune fille. Le couple était tellement ému et en fait le couple finit par lui apprendre qu'il s'agissait de leur fille unique qui avait perdu la vie quelques années auparavant dans un accident de moto sur le pont du Furet. C'est une histoire classique de Dame Blanche. On en a entendu, mais écoute, c'est Halloween, enfin c'est une semaine après Halloween, et on ne peut pas raconter des threads sans passer par l'histoire de la Dame Blanche. Donc voilà, je vous l'offre. Mais je sais que l'histoire de la Dame Blanche, justement, elle varie d'un endroit à l'autre. Alors si vous avez une variante dans votre région ou dans votre pays de la Dame Blanche, je suis vraiment, mais vraiment curieuse de l'entendre. C'est vraiment un univers qui me fascine énormément. Mais maintenant, place à une histoire que je dis d'avance. Déjà, c'est pas une histoire paranormale. Je vais pas annoncer l'autre histoire qui n'était pas paranormale, mais celle-ci, elle est pas paranormale, mais elle est vraiment creepy et elle est réelle et documentée. C'est pas simplement donc des témoignages de personnes qu'on croit d'ailleurs, mais elle, c'est une histoire qui est vraiment documentée. Donc en 2006, Joyce Carol Vincent, alors âgée de 38 ans, a été retrouvée morte dans son appartement à Londres. Son corps a été découvert presque 3 ans après sa mort. Il était complètement squelettisé et la télé était toujours en marche, après 3 ans. Avant sa mort, Carol avait coupé presque tout contact avec toutes les personnes qu'elle connaissait. Elle avait démissionné de son emploi en 2001 et a emménagé dans un refuge pour victimes de violences domestiques. Vers cette même période, elle a commencé à réduire les contacts avec ses amis et sa famille. Puis, elle a décédé dans son studio en décembre 2003, sans que sa famille, ses anciens collègues, ni ses voisins ne s'en rendent compte. Ses restes ont été donc découverts le 25 janvier 2006, la cause de la mort étant probablement une crise d'asthme ou des complications liées à un ulcère gastro-duodénal récent. Les voisins ont supposé que l'appartement était inoccupé, et l'odeur des tissus corporels en décomposition était attribuée aux poubelles à proximité. De plus, les fenêtres de l'appartement ne permettaient pas de voir directement à l'intérieur, et aussi l'immeuble était assez bruyant, ce qui fait que personne n'a remarqué le bruit incessant du téléviseur qui restait allumé jusqu'à ce qu'elle soit découverte. Sachant que la moitié du loyer était automatiquement versée par des agences de prévoyance, les huissiers de justice ont fini par forcer l'entrée de l'appartement. La télévision et le chauffage fonctionnaient toujours car ces factures étaient continuellement payées par des prélèvements automatiques. C'est creepy et c'est d'autant plus creepy quand on sait que c'est réel, ça s'est vraiment passé. T'imagines si t'étais le voisin de Carole? Vivre 3 ans à côté d'un cadavre? Bref, on passe à l'histoire suivante. Donc Kenza dit que sa fille porte le prénom de son arrière-grand-mère avec qui elle était très très proche. Lorsque sa fille a eu 3 ans, Kenza a voulu aller au cimetière pour rendre visite à son arrière-grand-mère, mais en arrivant dans le cimetière, elle a eu un doute sur l'emplacement de la tombe. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas allée et elle ne se rappelait plus où elle était. Là, la fille de Kenza, qui avait juste 3 ans, juste pour rappel, l'a prise par la main, l'a emmenée directement à la tombe et lui a dit « Regarde, c'est là que je fais dodo. » T'imagines? Ça, c'est du short and sweet. Et du coup, la théorie voudrait que la fille de Kenza soit la réincarnation de la grand-mère ou que c'est parce que justement elle porte le nom de l'arrière-grand-mère et vu le lien de parenté, l'arrière-grand-mère, elle vient comme rendre visite à Kenza à travers sa fille. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi je suis un peu perdue dans ces histoires-là, puis
Il faudrait vraiment que je me documente sur les histoires de réincarnation et tout ça, mais j'aimerais vraiment avoir votre avis. Mais pour le moment, on passe à l'histoire de Marie. Marie raconte qu'il y a quelques jours, donc c'est juste quelques jours, c'est pas très loin, alors qu'elle jouait sur sa tablette, elle a reçu un message sur son téléphone qui était plugué au chargeur juste à côté d'elle. Le message disait que sa fille avait appelé. Marie a trouvé ça bizarre vu que le téléphone n'a même pas sonné, il n'y avait aucun message vocal ni SMS, ce qui était encore plus étrange parce que justement sa fille avait l'habitude de laisser soit un message vocal soit un SMS quand elle n'arrive pas à la joindre. Bref, Marie rappelle sa fille et en décrochant, celle-ci était complètement paniquée. Elle avait déménagé depuis quelques mois et son entreprise de câbleau-distribution de son ancienne résidence n'a pas updaté le paiement de sa dernière facture et bref, il menaçait de lui facturer un autre mois des frais supplémentaires, des pénalités, ce qui allait engendrer entre autres problèmes un rapport de crédit négatif. Donc je déduis que l'histoire s'est passée en Amérique du Nord, probablement au Canada, puis au Canada, les codes de crédit sont importantes. Bref, Marie a dit à sa fille qu'elle allait appeler justement l'entreprise du câble pour voir si elle pouvait faire quelque chose. Elle a raccroché avec sa fille et elle a appelé l'entreprise d'ailleurs, avec qui elle a réussi à leur faire abandonner les pénalités et les atteintes à la cote de crédit et les frais supplémentaires. Elle a ensuite payé la facture de sa fille en entier, puis elle a rappelé sa fille pour lui annoncer que le problème était réglé. Le truc qui est dingue ici, c'est que en répondant au téléphone, sa fille lui dit « Ah salut maman, est-ce que ça va? T'as pas l'habitude de m'appeler à cette heure-ci » Là, Marie, complètement abasourdie, lui dit qu'elle ne comprend pas, qu'elle avait reçu un message de sa part et qu'elles se sont même parlé au téléphone à propos de la facture du câble. À ça, sa fille lui répond « Maman, j'étais au téléphone avec la compagnie du câble. Je ne t'ai pas appelé. Je veux dire, je suis contente que tu aies appelé, mais je ne t'ai pas appelé. » Marie a alors vérifié l'historique de son téléphone et elle était choquée de voir qu'aucun appel ne s'affichait dans le journal. Marie dit que c'est comme si son téléphone savait que sa fille avait besoin d'elle. Elle dit que cette expérience était extrêmement bizarre, mais qu'elle n'a pas eu peur parce que quoi que ce soit qui l'a appelé, c'était bienveillant. Et oui, c'est peut-être le téléphone justement qui s'est rendu compte, mais qui est-ce qu'elle a eu au bout du fil selon vous? Est-ce que c'est des anges gardiens? Est-ce que c'est des guides? Selon vous, c'est qui? Qui est-ce que Marie a eu au téléphone au bout du fil pour qu'elle puisse aider sa fille avant même que celle-ci ne l'appelle pour lui demander de l'aide? En attendant vos commentaires, on passe à l'histoire de Anna. Anna nous dit qu'une seule fois dans sa vie, elle a dû mentir, mais vraiment mentir, faire de gros mensonges, mais que ces mensonges lui ont définitivement sauvé la vie. Elle dit que ça s'est passé il y a très longtemps, au début des années 90, et donc avant que les téléphones portables ne soient disponibles. Sa meilleure amie l'a appelée au travail pour lui demander de lui donner son numéro de téléphone personnel. Elle lui a dit qu'un ami de son mari, que nous allons appeler Jim, le nom de l'ami du mari, voulait l'inviter à sortir. Apparemment, ils auraient discuté ensemble à la fête de son ami quelques semaines plus tôt. Anna raconte qu'elle avait parlé à plusieurs hommes. C'était une fête, quoi. Elle ne se souvenait pas vraiment de lui, mais de ceux qu'elle avait rencontrés à cette fête, aucun n'était vraiment rebutant et du coup, elle se dit, pourquoi pas? Et on comprend. Anna ne voulait pas que son date sache où elle habitait, sage décision Anna, alors elle a pris des dispositions pour qu'il vienne la chercher chez ses parents. Elle dit que, comme ça, elle avait en bonus supplémentaire que ses parents sachent où elle était et avec qui elle était, histoire d'avoir un backup. Et si elle venait à disparaître au cas où. Puis ça, c'est un conseil qu'on donne tout le temps. Si on a l'intention d'aller seul quelque part, idéalement, il faut prévenir 2-3 personnes de où on serait, de quand est-ce qu'on reviendrait, histoire de toujours avoir quelqu'un au courant de notre emplacement. Bref, quand Jim est arrivé, Anna s'est souvenue qu'elle l'avait vu à la fête, mais qu'elle ne lui avait pas parlé. Ce qui lui donne son premier drapeau rouge, notre premier red flag.
Lors de leur conversation téléphonique avant le rendez-vous, lorsqu'il l'a invitée à ce dîner et qu'il lui a demandé où voulait-elle aller, Anna lui a répondu que c'était peu importe, sauf les fruits de mer, car elle n'aimait vraiment pas ça. Du coup, elle était vraiment frustrée à la découverte du restaurant où ils allaient souper. C'était tout simplement le Red Lobster, un immense restaurant de fruits de mer. Et notre second red flag qui apparaît. Pendant le souper, Jim n'a pas arrêté d'orienter la conversation vers la façon dont il se voyait avec elle sur le long terme, ce qui est, avouons-le, vraiment chelou au premier rendez-vous. Tu sais, tu connais même pas encore la personne et tu t'imagines 20 ans à l'avant avec elle, c'est un peu trop chelou. Il est donc bien normal, du coup, qu'Anna se sente vraiment anxieuse et mal à l'aise et a fini par écourter la soirée et s'inventer un malaise pour le convaincre de la ramener à la maison. Sur le chemin du retour, Jim voulait faire un arrêt chez lui. Il voulait avoir les conseils d'Anna sur la décoration de sa chambre et de sa salle de bain. Là, le gros, énorme drapeau rouge, c'est même pas un drapeau, là, c'est des phares d'ambulance, c'est une alarme. Donc, à ce moment, Anna n'avait plus à faire semblant d'être malade, elle voulait juste sortir de cette voiture. In the meanwhile, Jim n'arrêtait pas de demander quand est-ce qu'ils allaient ressortir ensemble de nouveau. Là, Anna a commencé à déblatérer plein de bobards qui l'empêcheraient d'être disponible pour un autre rendez-vous. Au total, elle dit qu'elle avait cumulé 25 minutes de mensonges et de baratin. Dès que la voiture s'était enfin garée chez les parents d'Anna, elle a carrément sauté hors du véhicule et a couru chez elle en hurlant un au revoir par-dessus son épaule. Après ce rendez-vous, Jim n'a pas arrêté de l'appeler et de lui laisser des messages, et ce à tous les jours. Anna a bien sûr supprimé tous les messages sans prendre le temps de les écouter. Puis Jim a trouvé le numéro de téléphone de ses parents. Il les a appelés et a fait ami-ami avec son père, au point où son père pensait qu'Anna était trop dure avec le gars et qu'il était juste nerveux au premier rendez-vous. Heureusement que la mère d'Anna a réussi à le convaincre que le comportement du mec était trop chelou pour être de la nervosité. Mais ce qui rendait Anna vraiment anxieuse est que sa meilleure pote a cessé de répondre à ses appels, ni chez elle, ni à son travail. Plus de 6 semaines se sont écoulées sans aucune nouvelle de son amie, ce qui était vraiment inquiétant vu qu'elles avaient l'habitude de s'appeler tous les 2-3 jours et de parler de tout et n'importe quoi. N'y pouvant plus, Anna a décidé d'aller checker au boulot de sa pote pendant sa pause déjeuner et là, elle l'a confrontée sur le parking. Son amie l'a alors regardée avec de gros yeux et lui a dit que ce n'était pas sûr pour elle d'être ici et qu'elle devait partir. Anna s'est dit que c'était probablement parce qu'elle se trouvait sur une usine de fabrication, parce que sa pote elle travaille sur une usine de fabrication, et elle a accepté de partir. Mais pas avant de faire promettre à sa pote de l'appeler avant de rentrer du travail le jour même. Anna raconte qu'elle pouvait voir la peur brute dans les yeux de son amie, mais qu'elle ne comprenait pas pourquoi, et ça ajoutait carrément à sa propre peur. Comme promis, sa pote l'a appelée et ce qu'elle lui a raconté lui a gelé le sang de terreur. Le FBI et la police locale enquêtaient sur Jim. Rien que ça. Apparemment, le mari de sa pote avait aidé Jim, alors elle et lui faisaient également l'objet d'une enquête. Son téléphone fixe était sur écoute et quelqu'un l'a surveillé au travail. Elle lui a expliqué que sur le parking, elle essayait de la protéger en ne laissant pas la personne qui la surveillait savoir qu'elle était sortie récemment avec Jim. Et c'est là que les révélations deviennent effrayantes. Jim avait un problème de rejet, parmi beaucoup d'autres problèmes d'ailleurs. Mais son déclencheur était que les femmes le rejetaient. En essayant de faire sortir Anna à nouveau avec lui, il a rencontré une autre femme qui n'habitait pas loin de chez ses parents. Ils ont eu quelques dates, puis la fille a rompu avec lui. Mais petit bémol, il savait où elle vivait. Et elle vivait seule. Il a commencé à la stalker. Il la suivait partout où elle allait. Elle a essayé d'obtenir une ordonnance restrictive, mais comme il n'avait rien fait de mal, il n'avait enfreint aucune loi, la police n'a pas pu l'aider. Le chien de la fille était mort mystérieusement, elle n'arrêtait pas d'avoir des pneus crevés, puis sa voiture est tombée en panne. Puis, il était rendu trop tard pour une ordonnance restrictive. Jim a coupé les lignes électriques et téléphoniques de la maison de la fille, arrêtant son alarme de sécurité et lui enlevant toute possibilité d'appeler du secours. Il est ensuite entré par effraction dans la maison,
a abusé d'elle, l'a tuée, l'a mutilée et a gravé au couteau sur sa poitrine. Lorsque son corps a été trouvé et que la police a compris que c'était Jim, il était déjà en fuite et se terrait quelque part. Le truc dingue, c'est que le mari de la pote à Anna a aidé Jim à se cacher, ce qui fait qu'elle a fini par divorcer et on comprend. Anna raconte qu'elles étaient restées sur leur garde pendant des années, et ce jusqu'à ce que Jim se fasse arrêter dans un autre état pour un autre meurtre similaire. Jim restera en prison pendant des années et on espère qu'il y est encore. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un thread d'horreur de ce genre, puis c'est un thread Reddit du coup, mais c'est un thread Reddit assez corsé je trouve. Pour finir maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Mark et elle va conclure notre vidéo. Il nous raconte qu'à l'université, il était tout simplement ami avec un meurtrier sans le savoir. Il dit que quelques années après l'université, son ami qui s'appelait Charles a tué une collègue de travail. Il s'était caché dans le bureau après le travail, l'a agressé, l'a poignardé avec un couteau de cuisine, l'a traîné sur une terrasse, puis a jeté son corps sur une berge dans la rivière. Mark raconte que sa belle-mère était horrifiée du fait qu'un meurtrier soit venu chez elle. Mais il dit que techniquement il n'avait pas encore commis son meurtre au moment de sa visite. Sauf que des années plus tôt, en tant que livreur de journaux, il était entré par effraction dans une maison avec l'intention d'abuser en fait de la femme qui y vivait. Alors qu'elle s'enfuyait, il lui a tiré dessus à plusieurs reprises et a fini par réussir à la tuer. 27 ans plus tard, alors qu'il purgeait sa peine pour le deuxième meurtre, celui de sa collègue, il a avoué son premier meurtre. Le mari de la femme avait été le principal suspect pendant toutes ces années et a finalement pu être disculpé. Mark dit donc qu'au moment où il était ami avec Charles Latourelle, Charles était déjà un tueur. Et je vous mets juste là les coupures de journaux en fait qui parlaient de cette affaire. Je voulais juste la raconter comme ça, un peu à la façon d'un trait d'horreur, à la façon d'une rencontre avec une personne dangereuse sans qu'on le sache. Si vous m'écoutez depuis un moment, vous savez que je fais ça. Des fois, je vous raconte comme l'histoire de la fille qui a rencontré en fait Ted Bundy, mais qu'elle s'était pas rendue compte qu'elle parlait au fameux Ted Bundy et qu'elle avait, sans le savoir, échappé au fait de devenir l'une de ses victimes. Je vais essayer de vous mettre la vidéo en description si je la trouve, mais c'est ça. Bref, j'espère que ma vidéo spéciale post-Halloween vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Puis dites-moi, est-ce que vous avez compté combien d'histoires on s'est raconté, combien de threads est-ce que j'ai eu? Parce que j'ai pas du tout compté. En fait, c'est vraiment, je mettais les histoires au fur et à mesure que je les lisais, que je découvrais les témoignages. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de tri entre histoire creepy et histoire paranormale. C'est un petit peu un mélange, comme quand on raconte des trucs au coin du feu. Bref, n'oubliez pas de aller voter dans le coin communauté pour le sujet du prochain épisode. Puis honnêtement, je vous promets, je vais pas vous mettre les options dans la vidéo, mais vous allez les découvrir dans l'onglet communauté. Mais je vous promets des originalités et des trucs que je suis sûre ils vont vous plaire. Sur ce, passez une excellente journée, un excellent week-end. Amusez-vous, travaillez fort, puis je vous dis à très bientôt. Ciao!